Bienvenue à cet atelier sur le stockage d'énergie. Donc apparemment, il y a quand même pas mal de monde qui est intéressé par ce sujet. C'est vrai qu'on commence à de plus en plus en parler. Il y a même beaucoup de conférences spécialisées typiquement sur le stockage d'énergie aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc j'espère que ça va vous éveiller votre appétit à ce niveau-là. Donc Levicis, comme l'a précisé Jean-François, c'est une compagnie basée en France, dans la région de Champagne. Donc là, ça parle peut-être plus aux gens. C'est à peu près à 2 heures de route de Paris. On est fabricant de volants inertiels, et on va en parler d'ailleurs dans la présentation. Alors, avant de commencer, c'est surtout de s'intéresser pourquoi ce sujet est-il pertinent finalement pour les industries des énergies renouvelables. Parce que personne ici n'est spécialiste dans le stockage. C'est ce qu'on va voir, parce que le stockage d'énergie, et non pas d'électricité, c'est vraiment un incontournable au plein déploiement des énergies renouvelables intermittentes. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer pourquoi stocker l'énergie, c'est nécessaire et c'est pertinent. Puis après, je vais faire une description un peu des différentes technologies qui existent, un peu les comparer, et voir où elles en sont aussi au niveau de maturité du développement, parce qu'il y a certaines technologies qui en sont qu'à leurs premiers essais et d'autres qui sont très anciennes. Voilà. Et ensuite, je terminerai. Donc, c'est sûr que je vais faire un petit peu plus de détails sur les volants inertiels, vu que Levicis est un fabricant. Et enfin, je vais décrire un peu les marchés et applications différents possibles pour le stockage d'énergie. Donc, la première question, c'est vraiment ça, c'est pourquoi on veut stocker l'énergie finalement. Bon, ça a priori, c'est ce que tout le monde veut dans la salle, j'imagine. Donc avec des éoliennes, des parcs solaires, de l'hydro. Donc ça, c'est génial. Pour y arriver, ça nous demande une forte intégration des énergies renouvelables partout sur la planète. Donc là, je ne suis pas seulement au Québec, mais un peu partout, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment la cause. Et finalement, le stockage, c'est juste une conséquence de cette cause. On ne va pas créer du stockage juste pour créer du stockage. Donc, on peut voir ici sur ces statistiques que le solaire et l'éolien sont vraiment les deux sources d'électricité avec la plus forte croissance dans le monde en ce moment. Donc on voit par exemple ici, c'est l'Agence internationale de l'énergie pour le solaire. On voit qu'entre 2010 et 2015, on a multiplié par 5 l'installation, la capacité installée. Pour l'éolien, on l'a multiplié par 2 pour la même période. Vous voyez ? Et pour ce qui s'agit des prévisions, on voit que d'ici 2020, donc entre 2015 et 2020, on va encore doubler l'éolien et tripler le solaire. Donc la tendance continue. Vous voyez ? Alors, le problème de toutes ces énergies, le solaire et l'éolien, c'est qu'elles sont variables donc, ou intermittentes. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a pas de vent ou lorsqu'il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc, la production d'électricité, elle fluctue. Alors forcément sur les journées, mais même à l'intérieur d'une journée, ça fluctue même en fonction par rapport à ce qui avait été prévu. Parce que oui, les prévisions sont quand même assez précises, mais vous voyez qu'il y a une différence. Le petit truc ne marche pas. Vous voyez une différence entre ici, ce qui a été prévu, et la production réelle d'électricité. Donc, même pour une journée idéale, où vous allez avoir une belle journée ensoleillée et vous avez une centrale solaire, le problème c'est que oui, votre production va être bien, mais elle ne va pas du tout être en phase avec la consommation des gens, vous voyez. Par rapport, le pic ici de production est complètement déphasé par rapport au pic de demande. Mais on sait tous que la production doit être au moins minimale, au moins supérieure ou égale à la consommation d'électricité en tout temps. Donc là, on se retrouve, et comme on ne peut pas stocker l'électricité comme on stockerait facilement des énergies fossiles, là, par exemple du pétrole ou peu importe, ça fait qu'il faut une autre solution, et donc c'est là que le stockage va réellement avoir son intérêt. Donc, le stockage, c'est une partie de la solution. Okay, c'est pas
c'est pas toute la solution. Mais là, ce que je vais décrire un petit peu, bon, il y a plein de technologies, comme je le disais, qui existent. Je vais en décrire quelques-unes. Mais c'est toujours le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a de l'électricité, on le transforme en une autre forme d'énergie, que ce soit hydraulique, chimique ou cinétique. Et quand on en a besoin, on la retransforme en électricité et on retourne ça au réseau. Donc c'est le même mécanisme, quelle que soit la technologie. Donc le stockage, ça existe vraiment depuis très longtemps, le stockage d'énergie. Vous voyez, ça c'est un exemple, c'est un barrage romain qui était fait pour alimenter l'eau de la ville en eau, une ville en Espagne. Ici, vous voyez, c'est un potier, c'est une antiquité grecque qui montre un potier devant sa tour. Donc là, c'est un peu l'exemple d'un volant inertiel, si on veut, parce qu'on va stocker l'énergie mécanique sous forme d'énergie cinétique en tournant, et le potier va pouvoir récupérer cette énergie pour fabriquer sa poterie. Donc là, je vais vraiment entrer dans les détails de chaque technologie. Alors, on va commencer avec celle qui est la plus ancienne, la moins chère pour conserver de l'énergie. Donc les réservoirs hydroélectriques. C'est assez simple. On crée des grands réservoirs et on libère l'eau juste grâce à la gravité. Alors maintenant, on peut faire aller ces barrages dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en plus du turbinage, on peut refaire le pompage. Lorsqu'on tombe dans des périodes creuses, on va repomper donc à l'envers l'eau pour la réinjecter dans le bassin supérieur, ce qui permet de la réutiliser ultérieurement. Donc ça, c'est une forme aussi de stockage qui est pas mal utilisée notamment dans les Alpes. Ensuite, alors, les batteries électrochimiques, c'est vraiment le principe le plus répandu, tout le monde en parle en ce moment. On l'utilise partout, que ce soit les véhicules électriques, les montres, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables. On rencontre ces batteries-là partout. Donc c'est une technologie qui est quand même assez éprouvée et qui a bénéficié d'une baisse drastique des coûts grâce à une courbe d'apprentissage et grâce surtout aux véhicules électriques qui ont pas mal apporté là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il y a des réactions électrochimiques qui consistent juste à faire circuler des ions et des électrons entre deux électrodes. Voilà ce que c'est. Un exemple avec une batterie au plomb, par exemple. Donc, on voit ici que à la décharge, donc à gauche, on voit que les deux électrodes se sulfatent. Donc, on a une oxydation. On libère l'oxygène qui va s'allier avec les ions et l'hydrogène pour faire de l'eau. Et lorsque c'est complètement déchargé, on se retrouve juste avec de l'eau au niveau de l'électrolyse. Et inversement, lorsqu'on recharge, là c'est l'inverse. On va avoir une désulfatation des deux électrodes et on retrouve une concentration en ion hydrogène qui remonte. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs types de batteries électrochimiques. On peut voir les batteries solides, d'état solide. Donc, elles sont constituées d'électrodes et d'électrolytes solides, par rapport aux autres qui ont souvent une électrolyte liquide, comme on l'a vu auparavant. Les plus connues, les batteries au lithium, dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, c'est en 1991 que Sony a mis au point la première batterie au lithium. Au départ, c'était vraiment plus pour un usage de produits de consommation. Mais après, ils ont élargi les formats. Et maintenant, on se retrouve avec des très grands formats comme ici pour répondre à des applications pour le support de réseaux électriques. Donc, on peut aller vraiment jusqu'à plusieurs mégawatts, un peu comme ce qu'on voit sur cette photo-là. Alors, le terme lithium-ion, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul couple électrochimique unique. Ça peut être un éventail de chimies complètement différentes. C'est juste caractérisé par le transfert d'ions lithium entre les électrodes pendant les réactions de charge et de décharge. Bon, là, on ne voit pas très bien, mais c'est ici un petit peu. Donc, ça se promène entre les deux électrodes. Ensuite, ce qui est au niveau des électrodes, on peut avoir, par exemple, pour l'électrode positive, des oxydes métalliques ou des phosphates. Et pour l'électrode négative, ça peut être du carbone, typiquement du graphite, ou du titanate de lithium, par exemple. Donc voilà.
Un deuxième type de batterie, c'est les batteries redox flow ou batteries à flux. Donc c'est des batteries où l'énergie elle est directement stockée dans la solution d'électrolyte. Et donc le terme redox, c'est bien pour spécifier qu'il y a une réaction d'oxydo et de réduction pendant la charge et la décharge. Voilà pourquoi elle porte ce nom-là. Et aussi on les appelle de temps en temps des piles d'oxydo-réduction. Vous voyez ? Alors, la particularité de ces batteries par rapport, par exemple, aux batteries au lithium, c'est qu'elles ont une durée de vie bien supérieure et une rapidité de réaction très rapide. Donc, vraiment une caractéristique un peu différente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut décorréler facilement l'énergie et la puissance. Donc, c'est très facile à tailler les batteries en fonction d'un besoin. L'énergie, elle vient du volume de l'électrolyte. Donc, on peut facilement l'agrandir à moindre frais. Et la puissance, elle vient de la taille de l'empilement des cellules électrochimiques. Donc c'est quand même assez intéressant comme technologie. Alors, les supercondensateurs. Donc ça, on en parle un peu moins. Vraiment, la caractéristique première, c'est qu'ils ont un temps de réaction quasiment instantané. Et une puissance énorme. Ça vient du fait que c'est une membrane isolante et poreuse qui fait que la réaction, donc sur on a une interface électrode-électrolyte de chaque côté. Donc c'est comme deux condensateurs en série un peu, si vous voulez avoir cette image-là. Vous voyez. Et la résistance interne, donc cette membrane, est très très faible. Donc ça autorise vraiment une décharge avec des forts courants. Voilà pourquoi typiquement un supercondensateur va se décharger en 20 secondes, par exemple. Donc c'est vraiment des applications très très courtes, on y reviendra plus tard. L'intérêt, donc on les utilise notamment dans les transports ferroviaires et urbains. Ils servent à stocker virtuellement l'énergie cinétique du freinage pour la restituer au redémarrage, à l'accélération. Voilà. Donc, par contre, on ne peut pas les décharger sur une longue période. Donc, c'est vraiment des applications très restreintes. Alors, là, on va dire complètement à l'inverse, on va avoir le stockage thermique. Donc, ce stockage thermique, ça se fait dans les centrales solaires thermiques. Donc, et il y a deux types de stockage thermique qui se font, soit par chaleur sensible, soit par changement de phase. La première technologie, la chaleur sensible, c'est un peu comme un ballon d'eau chaude. C'est-à-dire qu'on va avoir un fluide caloporteur qui passe par le récepteur, donc il se charge de chaleur, il va redescendre et échanger cette chaleur avec un autre fluide. Ici, c'est des sels en fait, des sels qui vont chauffer dans le réservoir là. Ça permet de stocker l'énergie et quand on veut la récupérer, simplement on repasse le fluide caloporteur, ça refroidit les sels et cette eau chaude va permettre directement d'aller dans la turbine pour générer l'électricité. Voilà. Pour la deuxième technologie, par changement de phase, c'est qu'on va utiliser un matériau qui a la particularité justement de changer de la phase solide, l'état solide à l'état liquide. Donc là, par exemple, c'est le nitrate de sodium qui est en sel, sous forme de sel solide et qui va se liquéfier à 308 degrés. Donc la même chose, l'eau va accumuler la chaleur et va venir dans le bassin de sel, de nitrate. Ça va liquéfier le nitrate et l'eau ressort froide. Et inversement, on refait passer par exemple la nuit l'eau froide dans le bassin de nitrate qui se resolidifie et la chaleur est rapportée à la turbine pour générer l'électricité. Là, on a deux exemples concrets là, de ça. Donc, vous voyez ici, on voit bien le récepteur ici, qui va ensuite alimenter. Donc, tous ces panneaux sont orientés sur le récepteur pour concentrer la chaleur thermique. Et donc, le liquide caloporteur va venir chercher cette chaleur pour la stocker plus loin. Et ici, le changement de phase
le liquide vient récupérer dans chacun de ces réceptacles l'énergie thermique et ensuite va la distribuer plus loin. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ces deux technologies, elles sont présentes quasiment dans 2 pays dans le monde qui représentent plus de 90% de la production. C'est l'Espagne et les États-Unis. Donc, c'est quasiment ces 2 pays-là qui utilisent cette technologie. Il n'y en a pratiquement pas ailleurs. Donc voilà. Alors maintenant, le stockage d'énergie par air comprimé. Alors, cette technologie-là, c'est quoi? On va stocker de l'air dans une cavité souterraine. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'air va être comprimé par le compresseur pour ensuite être stocké dans les cavernes. Et ensuite, si on veut récupérer cet air-là, l'air comprimé qui va activer la turbine pour générer l'électricité. Alors, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà, il faut avoir une cavité souterraine adéquate. Souvent, ça va être des cavernes salines, par exemple. Et ça veut dire qu'il y a un problème quand même de logistique et de géologie. C'est pas forcément une technologie qu'on peut installer partout. Donc ça, faut en être conscient. Et il y a aussi un problème d'efficacité énergétique qui est assez faible, du fait, par exemple, que l'air va s'échauffer avant d'entrer dans la caverne. Donc, ce qui fait que la densité d'énergie stockée n'est pas très, très intéressante. Alors, il y a une solution à ça. Il s'agit de récupérer l'énergie thermique avant d'injecter l'air dans les cavernes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle je vais vous le retrouver tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'air technologie à air comprimé adiabatique. Et donc, en stockant ça, non seulement on peut avoir plus de densité d'air stocké dans la caverne, mais aussi, ce qu'il faut penser, c'est que lorsqu'on récupère l'air pour le réinjecter vers la turbine, avant, il fallait réchauffer cet air, et donc ça a demandé un apport d'énergie externe. Là, il suffit juste de récupérer la chaleur pour réchauffer l'air avant de l'emmener vers la turbine. Bon, on atteint quand même une efficacité de 70% avec ça. Donc c'est quand même intéressant. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de projets qui ont été faits dans le monde on en est encore à l'état de test. Donc c'est pas vraiment une technologie très éprouvée. Bon, ça par contre, alors le stockage à hydrogène, c'est au même titre que les autres technologies de stockage, c'est qu'on va stocker le gaz hydrogène pour l'utiliser ultérieurement pour régénérer de l'électricité. Alors comment ça se passe? C'est que au moment on utilise le principe d'électrolyse pour récupérer l'électricité. Par exemple ici, on récupère l'électricité des panneaux photovoltaïques et avec de l'eau, on va pouvoir séparer l'électrolyse va séparer l'hydrogène et l'oxygène. Et donc il suffit ensuite de stocker le gaz. Puis, pour récupérer ça, on utilise le principe de la pile à combustible qui va faire la formule inverse pour récupérer de l'électricité et la réinjecter dans le réseau si on veut. Donc, par exemple, là, typiquement, dans ce genre d'application, on utilise le stockage pour faire du déplacement de charge par rapport à la génération des panneaux photovoltaïques qui se fait de jour. Et donc, si on veut accumuler cette énergie pour ensuite l'utiliser à des moments de la journée ou de la nuit où il y a une demande mais il n'y a pas de production, on la retourne. Alors, l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est facilement dimensionnable et on peut le stocker assez longtemps sans problème. Alors, maintenant je vais passer aux volants inertiels. Les volants inertiels, c'est bon. Comme je vous l'ai dit, c'est connu quand même depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, là, avec cet exemple de potier. Là. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est juste de l'énergie mécanique transformée en énergie cinétique qui fait tourner une masse. Donc voilà, comme on le voit ici en haut à droite. Et donc,
avec cette formule-là, l'énergie accumulée, elle est fonction de la masse du volant, du carré de son rayon et du carré de la vitesse de rotation du volant. Donc, pour augmenter cette énergie, il faut augmenter un des trois facteurs. Alors, c'est ça qui n'est pas facile, comme vous verrez un peu plus tard. C'est vraiment pas évident d'augmenter l'énergie. Donc, généralement, les volants, c'est plus pour des applications un peu comme les supercondensateurs de puissance plus que des applications d'énergie par rapport à cette problématique. Donc voilà. Alors forcément on a évolué vers des volants modernes, hein. On n'est plus à l'époque du potier. La première chose qu'on fait pour réduire les frictions, c'est que, donc les pertes d'énergie, c'est qu'on met ça dans un caisson sous vide. Donc ici, vous voyez, ça remarche. Donc là, le caisson de confinement, on a une pompe à vide, ce qui fait que le volant lui-même est à l'intérieur du vide. Okay, donc il n'y a pas de problème de friction. Alors, voilà comment se fait la conversion. Donc on transforme l'énergie électrique avec un convertisseur électronique de puissance qui, lui, va juste servir à faire soit la transformation dans un sens ou dans l'autre. On arrive sur un moteur électrique qui va générer l'énergie mécanique pour faire tourner ce volant. Ensuite, quand on veut récupérer ça, on repasse dans le générateur électrique qui lui va faire l'opération inverse et retransformer ça en électricité. Donc le fonctionnement est assez simple, vous voyez. Donc, en plus, pour aller plus loin dans les performances, donc non seulement on va dans le vide, mais en plus on a ajouté l'électromagnétisme. C'est-à-dire le volant va se trouver complètement en lévitation magnétique. Et donc vous voyez ici les paliers magnétiques, là et là, qui permettent en fait de supporter donc sans contact pour éviter les frottements. Donc ça supporte les pièces mobiles sans contact, juste avec la traction et répulsion électromagnétique. Donc avec ça, on arrive à des performances extrêmement élevées, avec en général plus de 90% d'efficacité à la fin, entre ce qui entre et ce qui ressort du volant, en comptant l'électronique de puissance. Alors, comme je disais, donc, pour augmenter l'énergie, donc si on veut plus d'énergie dans le volant, il faut de façon jouer sur l'un des trois facteurs, soit la masse, soit le rayon, soit la vitesse de rotation. Et c'est là que ça devient difficile. Une masse trop importante, ça c'est certain, ça pose des problèmes assez triviaux, dans le sens où si on a imaginez un volant de plusieurs tonnes, vous n'allez jamais réussir à le faire léviter déjà. Donc ça veut dire que vous allez utiliser des faux déroulements, il va y avoir de l'usure, beaucoup de maintenance, il faut les remplacer assez souvent, donc faut laisser ça de côté. Donc on se retrouve avec les deux autres facteurs, donc soit le rayon, soit la vitesse. Alors, le rayon important, ce qu'il y a, c'est que plus on augmente le rayon, plus on va augmenter la pression à l'extérieur. C'est ici que s'exerce vraiment la plupart de l'énergie, et donc il va falloir des matériaux qui résistent à la rupture, surtout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pas tellement grave, vous pouvez utiliser d'autres types de matériaux. Donc ça, c'est un exemple d'un prototype de volant qui avait à plusieurs couches de matériaux différents. Vous voyez, on les voit bien. Là, le but, c'est de résister à l'éclatement. Si vous le faites tourner et qu'à un moment donné, il éclate, il va transformer l'énergie de rotation en translation, et là, un volant de 10 kWh, je pense que vous traversez les bâtiments qu'il y a à côté, là, assez facilement. Donc voilà, donc ça pose cette problématique, et on y reviendra plus tard. D'ailleurs, la plupart des volants sont semi-enterrés juste pour cette sécurité-là, au cas où il y a un souci. Alors, en plus, vous voyez que les matériaux... Je pense que celui-là marche mieux. Les matériaux qui résistent à la rupture et qui ont une densité d'énergie importante, c'est vraiment les deux facteurs qu'il nous faut, sont assez coûteux. Vous voyez, Kevlar, la fibre de carbone. Donc il faut aller vraiment vers des matériaux qui... Donc là, on a un problème de coût de fabrication qui se présente. Le dernier facteur, ce qu'on pourrait modifier, c'est la vitesse.
Alors, la vitesse, vous voyez, ça c'est les volants qu'il y a maintenant actuellement. Quasiment tous les fabricants utilisent ce type de volant. Enfin, nous aussi à l'EV6, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un volant cylindrique avec une lévitation et qui tourne autour de 15 000 tours minute à peu près. Ce qu'a fait la compagnie GTL, c'est qu'ils ont fait plus un volant elliptique. Et donc, ça leur a permis de multiplier par 2 donc, la vitesse de rotation à 32 000 tours minute. Donc ça, c'est un des moyens qui permet une innovation qui a fait que, ils ont réussi à jouer sur ce facteur-là de la vitesse et donc d'accumuler plus d'énergie. Mais ça pose quand même, vous voyez que c'est pas évident quand même à faire. Alors, les volants, on en trouve, comme je dis, vraiment de toutes les tailles pour plein d'applications différentes. Donc c'est pas, faut vraiment, là je généralise, mais on va voir justement les types de volants existants. Alors tout a commencé par la NASA, c'est la NASA qui a remis un peu ça au goût du jour. Dans les années 2000, ils avaient conçu ce petit volant, qui n'est pas très grand, hein, vous voyez, 525 Wh. Le but c'était d'aller remplacer les batteries dans la Station Spatiale Internationale avec ça. Je vous avouerai que j'ai essayé de voir où ils en étaient, mais je ne sais pas s'ils ont mis ça en application ou non. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, il y a deux types de volants qui existent. Premièrement, il y a les volants qui seront plus pour des applications pour aider à la transition des énergies renouvelables, donc la régulation de fréquence, ce genre de choses. C'est des volants comme ici. Alors voilà 3 volants auxquels on pourrait ajouter les V6 qu'on verra plus loin parce que c'est la même catégorie de volants, on va dire. Ici, on a Temporal, qui est une compagnie basée en Ontario, qui a installé des volants pour faire de la régulation de fréquence avec l'opérateur ontarien. Ici, c'est Beacon Power, qui a installé déjà 2 fermes de stockage de 20 MW chacune, une dans l'État de New York pour faire de la régulation de fréquence sur le New York ISO et une en Pennsylvanie pour faire de la régulation de fréquence mais sur le réseau PJM. Et Amber Kinetics, alors eux, on ne sait pas grand-chose pour l'instant. C'est une compagnie californienne. Alors, ils ont signé un 20 MW, si je ne me trompe pas, avec une des utilités californiennes. La particularité d'Amber Kinetics, c'est qu'ils ont fait le pari, non seulement à l'inverse de tous les autres, où généralement la temps de décharge c'est de 15 minutes à une demi-heure, donc on est vraiment sur des applications vraiment très courtes. Eux, ils ont un temps de décharge, vous voyez, si vous faites le ratio entre l'énergie et la puissance, on se retrouve avec 4 heures, multi-horaire. Donc on se retrouve avec quand même un volant qui a une très grosse énergie. Et donc, possiblement d'autres soucis après. Je ne veux pas aller plus loin, mais donc voilà ce qu'on peut souligner. Alors, voilà d'ailleurs l'une des fermes de stockage de 20 MW, celle qui est en Pennsylvanie, avec Beacon Power. Là, on a quasiment 200 volants qui sont là en série. Ils sont semi-enterrés, comme vous voyez, donc au niveau de la sécurité. Et donc, ils font de la régulation de fréquence sur le réseau avec l'opérateur PJM. Alors, maintenant, la deuxième catégorie de volants, c'est des volants beaucoup plus petits. Vous voyez, là, quand même, on ne peut pas vraiment comparer ces volants-là qui font la taille entre 1,30 m et quasiment 2 mètres sur une circonférence de quasiment 1,50 m, avec ces petits volants qui sont pas très grands et qui rentrent même dans des consoles comme celle-ci. Alors, vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune énergie de stocker, 1,7 kWh. Tout se joue sur la puissance. Et donc, ces volants-là, ça va être typiquement pour une puissance très forte, donc sur des applications comme le UPS, donc vraiment alimentation sans interruption pour des data centers, ou la récupération de l'énergie au freinage pour la restituer au niveau de l'accélération. Et enfin, je peux citer quand même la dernière catégorie de volants, c'est les volants embarqués, des tout petits volants embarqués dans les véhicules. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on récupère l'énergie au freinage et on la restitue à l'accélération. Alors cette technologie-là avait été mise en place en Formule 1
dans les années 2009, je pense, c'était Williams, l'écurie Williams qui a mis ça au point. Et maintenant, ça s'est décliné. Il commence à y avoir quand même pas mal de véhicules qui ont ça. Je crois que Volvo, notamment sur certains modèles, et là on voit c'est une Porsche qui doit avoir ça aussi. Voilà. Donc voilà les 3 types de volants, enfin, plus les 2 types, les gros volants et les plus petits. Alors maintenant, si on passe au volant de l'EV6, donc c'est la même catégorie de volant que celui de Beacon Power et de Temporal par exemple. La différence, c'est il y a quelques innovations comme la lévitation par sustentation passive, magnétique passive. Donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'apport d'énergie extérieure pour faire léviter le volant à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme ici, là. Vous voyez la pierre ici, elle est en sustentation sans aucun apport. Donc c'est sans être directement ce moyen-là, vous pouvez imaginer comment ça fonctionne. L'avantage, c'est que même si vous coupez l'énergie d'un seul coup, le courant, le volant, il va rester en sustentation, il ne va pas tomber et se briser. Ensuite, on a développé le rotor à forte densité d'énergie avec Airbus. Donc Airbus qui est bien avancé dans l'aéronautique, ce qui fait que le rotor est vraiment a une aérodynamique parfaite, et ça nous permet aussi de faire en sorte comme ils connaissent très bien les matériaux qu'ils utilisent pour leurs avions généralement, eh ben on peut être sûr que le volant va avoir une durée de vie très très longue. Ensuite, il y a le moteur générateur aussi électrique qui a un fort rendement. Et on n'a pas besoin non plus de refroidissement auxiliaire, parce comme l'efficacité est de 97%, il n'y a aucune perte quasiment de chaleur. Ce qui fait que contrairement à d'autres volants où il y a plus de pertes, donc il faut refroidir le volant, ici il n'y a pas besoin, juste avec la conduction, la chaleur se dissipe dans l'intérieur de l'enceinte. Voilà. Donc voilà les particularités technique du volant. Juste pour citer que les 97%, donc ça inclut bien le volant plus l'électronique de puissance. Et donc ce qu'il faut rajouter, bien sûr, c'est les onduleurs et la petite pompe à vide. Juste à souligner que le rotor, là je disais que c'était fabriqué par Airbus, c'est fait d'ailleurs au Canada. Et cette technologie, les volants en général, hein, pas seulement celui-là, sont vraiment bien adaptés au climat rigoureux, parce qu'il y a très peu c'est très peu de sensibilité à la température, et aussi il y a quasiment aucune maintenance sur ce genre d'appareil, ce qui fait que dans les zones où le coût du transport est très élevé, par exemple l'Arctique canadien, on peut penser à ce genre de solution. Voilà comment la courbe de puissance et de décharge des volants, comment elle se fait. Donc sur le modèle de 40 kW, vous voyez qu'il y a une décharge à pleine puissance pendant un peu plus de 15 minutes, puis la puissance s'effondre assez rapidement. Et pour les 10 kW, elle s'effondre un peu moins vite. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Donc l'avantage des volants, pas seulement celui-là, hein, c'est qu'on peut décharger à pleine puissance, et autant de fois qu'on le souhaite, il ne se dégrade pas avec la performance. Donc on est vraiment à 100% de niveau de décharge, contrairement aux batteries où il faut, au fur et à mesure qu'on l'utilise, on perd de la performance. Alors, maintenant, je vous ai décrit un peu toutes les technologies, là, donc si vous avez digéré tout ça, voilà un peu comment on peut comparer les principales technologies, parce que c'est bien beau d'avoir tout un panel de techno, mais il faut savoir laquelle on veut utiliser pour quel besoin. C'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, les principales caractéristiques, c'est la capacité énergétique de la technologie. Donc par exemple, les supercondensateurs, les volants ont une très faible capacité énergétique par rapport forcément à l'hydro ou au stockage thermique. Et aussi, il y a le temps de décharge qui est important. Donc on est surtout avec du stockage courte durée. Donc courte durée, on va définir ça jusqu'à entre quelques secondes et quelques minutes. On peut aller jusqu'à la demi-heure, on va dire.
on retrouve les deux principales technologies là-dedans, qui sont le volant et les supercondensateurs. Ensuite, donc généralement, ici, c'est plutôt pour des applications avec des fortes sollicitations de cycle, mais très courts. Après, on retrouve quasiment la majorité de toutes les autres technologies dans le stockage moyenne durée. Donc, on peut aller jusqu'à la journée, ou quelques jours si on veut, mais pas une guerre plus loin, notamment si on pense aux batteries. Donc ça, c'est typiquement les applications d'écrêtage de pic, de déplacement de consommation, de production. Donc voilà, ça c'est particulièrement adapté pour ce genre d'application. Puis on retrouve quasiment seulement le stockage thermique et le stockage hydro pour des applications plus de longue durée, typiquement des applications saisonnières, hein, pour faire des pics saisonniers, pour stocker vraiment pour de plus longue durée. On ne va pas faire stocker dans des batteries pendant plus d'un mois parce que vous aurez des pertes à la fin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors voilà par exemple donc les trois catégories, stockage courte, moyenne et longue durée, avec les différentes technologies et quelques applications possibles pour ces différentes catégories. Alors là j'ai regroupé un peu les courtes et moyennes durées parce qu'on peut se retrouver avec des applications qui peuvent aller entre les deux, on va dire. Si je prends par exemple les réseaux isolés avec une forte part renouvelable, on se retrouve avec des applications à cheval sur ces deux types de stockage, courte et moyenne durée. Et par contre, l'écrêtage des pics, c'est typiquement de l'ordre de plusieurs heures de stockage. Donc là, on en est plus ici. Et pour les longues durées, donc comme je le disais, hein, c'est principalement stockage saisonnier pour de l'énergie, soit de l'énergie thermique, par exemple. On peut penser à des futures applications aussi, mais pour l'instant, voilà où on en est. Alors, toutes ces technologies, il faut voir qu'elles n'ont pas du tout le même degré de maturité. Il y a des technologies très éprouvées. Si on prend l'hydro, c'est très mature, c'est très ancien, donc il n'y a pas de problème. Après, on se retrouve, que ce soit par exemple les volants, les batteries au lithium, donc ce sont des applications qui sont en déploiement, où il y a quand même beaucoup de capacités déjà installées dans le monde, qui fait que ces technologies ont déjà sont déjà passées les phases de développement et de démonstration. Donc, quand je dis déploiement, c'est qu'on a de fortes chutes de coûts, notamment les batteries. Donc, ils deviennent vraiment très, très compétitifs. Et ensuite, on a des technologies, comme l'air comprimé avec adiabatique qui récupère l'énergie thermique avant d'insérer l'air dans les cavités souterraines. Ça, on en est plus au développement parce que, comme je le disais, il n'y a pas vraiment d'application existante. Bon, l'hydrogène, ça se discute. Il n'y a pas beaucoup d'applications pour l'instant. On en a encore, donc c'est pour ça qu'il est classé dans le développement, même si on pourrait le mettre un peu plus avancé. Mais voilà où on en est à peu près à l'heure actuelle. Donc, bon, après avoir présenté toutes ces technologies, on va quand même s'intéresser aux différents marchés et les applications pour lesquelles on peut utiliser toutes ces technologies. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le marché du stockage est vraiment en plein boom. Vous voyez, ici, là, comme je le soulignais tout à l'heure, on est démultiplié, par exemple, quasiment par 10 l'installation entre là 2015 et ce qu'on prévoit en 2020. Donc le boom est en ce moment, il y a beaucoup de pays qui vont faire toutes ces installations, qui prévoient une augmentation de la capacité sous peu. Si je peux vous signaler le Royaume-Uni par exemple, le Royaume-Uni est en train de s'intéresser, comme ils ont des problèmes par rapport à leur réseau, ils ont décommissionné beaucoup de centrales thermiques. Et même si là ils ont signé pour une centrale nucléaire, ça ne se fera pas avant X années. Donc ils vont se retrouver avec des problèmes d'inertie du réseau et donc ils prévoient des installations des capacités d'ici 2021-2022 assez phénoménales. Voilà. Là, on voit vous avez dû remarquer que quasiment la seule technologie qui est présente ici, c'est les batteries au lithium, vous voyez, quasiment 80%.
Alors ça, c'est ce qui était prévu en 2015, mais comme cette industrie est en pleine mutation, il n'y a personne qui peut réellement prédire dans les 10-20 prochaines années quelles sont les technologies qui vont réellement sortir du lot. Et le lithium, c'est pas certain qu'il se taille la part du lion à la fin. On verra bien, selon les évolutions, les développements en cours. Quasiment chaque année, des nouvelles technologies apparaissent, des nouvelles compagnies, et donc c'est vraiment une industrie très dynamique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on parle du stockage, 95% du stockage, hein, c'est de l'hydro. Donc toutes les autres technologies, là, ça représente que 5 petits pourcents, donc répartis ici. Donc on voit qu'il faut voir de quelle échelle on parle. Bon, ça c'était en 2013, maintenant ça a peut-être augmenté un petit peu, mais on est quand même, il faut toujours avoir l'idée que l'hydro représente quasiment la totalité du stockage installé à l'heure actuelle. Bon, il faut se dire quand même que les 5%, ça représente plusieurs milliards de dollars, donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Et donc, si je prends les différents marchés, les États-Unis sont le plus gros marché en termes de capacité installée au niveau du stockage. Mais on voit que l'Asie, avec notamment la Chine et le Japon, mais aussi l'Inde qui arrive, prévoient des installations de capacité d'ici 2025 très conséquentes, et aussi l'Europe, avec surtout l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont les deux pays qui poussent le plus au niveau de l'installation et qui ont des marchés qui sont favorables à l'intégration des stockages, comme je vais le préciser un petit peu plus loin. Et dans ces pays en développement, citons par exemple la Chine, ils ont un marché intérieur de stockage qui est déjà très développé, vous voyez, et ça c'était en 2012. Vraiment au tout début, il y avait déjà toutes ces compagnies-là qui étaient dans le stockage en Chine. Et il faut voir qu'en termes de capacité prévue à installer, ils vont dépasser les autres pays incessamment sous peu. Alors, l'un des avantages du stockage, comme vous voyez, c'est qu'on peut le déployer vraiment partout. Devant le compteur, derrière le compteur, vraiment à tous les niveaux, résidentiel, commercial, industriel, pour les réseaux, distribution, transmission, pour la génération. Donc c'est vraiment une technologie qui peut être distribuée vraiment partout. Et même, on n'a pas forcément besoin d'un réseau. Donc toutes les applications hors réseau, ou des réseaux des microgrids, des réseaux balbutiants, eh bien, les applications de stockage sont vraiment intéressantes. Par exemple ici, vous voyez, dans des petits villages reculés, ça peut être une technologie intéressante, le stockage. Pour ce qui est, lorsqu'on est connecté à un réseau, on voit qu'on peut le déployer, donc, comme je le disais, un peu partout, le stockage. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle les smart grids. On a de plus en plus de smart grids. Les réseaux intelligents vont intégrer cette composante de stockage de plus en plus. Quasiment tous les réseaux intelligents futurs vont intégrer une composante de stockage dans leur... Pourquoi ils vont intégrer ça? C'est justement pour cette flexibilité que le stockage apporte au niveau des réseaux. Alors, donc, comme je le soulignais, vous voyez, dans les 5 prochaines années, alors, au niveau du réseau, on va multiplier par 4 l'installation, mais alors au niveau résidentiel et commercial, là, on va multiplier par 40 la capacité installée par rapport à 2015. Bon, c'est parce qu'en 2015, c'était quasiment inexistant, c'est sûr, mais là, on commence à arriver, regardez, quasiment à un quart de résidentiel d'ici quelques années. Alors, la question, c'est que vous dites, oui, il y a plein de technologies, il y a beaucoup d'applications potentielles, mais pourquoi le stockage n'est-il pas déjà implanté un peu partout? Ça reste marginal, assez méconnu. Certes, comme je le citais, il y a déjà des conférences spécialisées sur le stockage, mais ça reste tout de même ça reste marginal. Alors, le problème, c'est que le stockage, c'est un service, c'est pas un produit final en soi. Donc, même si vous faites un beau produit, il faut une utilité derrière. Donc, ce n'est pas le design qui va faire ça. Et souvent, c'est la difficulté de calculer la valeur du stockage, vraiment. Qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce que c'est rentable d'installer du stockage dans un projet?
Ça, c'est souvent la question numéro 1, et ça pose le problème de financement. Le financement du stockage reste vraiment un problème dans de nombreux cas. Et donc, ce qui fait que tout ça, si je cite l'exemple d'un remplacement d'une centrale thermique, on peut le remplacer avec du renouvelable plus du stockage. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est forcément compétitif ? C'est toutes ces questions-là qui font que pour l'instant, le stockage est resté un peu en marge du développement même des énergies renouvelables. Alors, si vous voyez ça, c'est le laboratoire national Sandia des États-Unis. Le but, c'est de voir que le stockage peut avoir plusieurs valeurs pour une seule installation. Vous voyez, ça, ce sont tous les types de services que peut apporter le stockage. Et si on part du principe qu'une technologie se situe dans une plage de décharge, par exemple, admettons que vous tenez entre 1 heure et 4 heures de décharge, vous voyez que là-dedans, vous pouvez répondre à plusieurs besoins en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle l'empilement de valeurs. Ici, on peut voir un exemple, c'est que pour un système de stockage, vous pourriez répondre à faire de la régulation de fréquence, mais en même temps faire du support à la tension, faire du déplacement de besoins électriques. Donc vous pouvez empiler ces valeurs, ce qui fait que ça donne plus une profitabilité à un projet par rapport au fait que si vous vous spécialisez juste sur une application, là ça devient difficile à justifier l'investissement. Donc, bon, pour pouvoir comparer toutes ces technologies, le problème c'est qu'il faut avoir un outil qui est adéquat. Pour trouver la solution optimale, on ne peut pas partir juste du coût en capital, parce que c'est vraiment là, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut au moins y ajouter les coûts opérationnels et de maintenance. On a là comme un coût total de possession. Mais ce qui est principal, c'est d'arriver à un coût actualisé, ou en anglais levelized cost of storage, qui inclut le coût de charge, parce que ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces technologies ne génèrent pas l'énergie. C'est juste pour le stocker, donc il faut les alimenter avant qu'ils puissent se décharger. Donc il faut tenir compte de ces coûts de charge qui peuvent différer entre les régions. Et les coûts de remplacement aussi, parce que si vous prévoyez un projet de 10 ans, mais qu'au bout de 3 ans, vous devez remplacer les éléments, il vaut peut-être mieux choisir une autre technologie qui va tenir 10 ans. Donc ça dépend vraiment de vos besoins. Mais c'est très important lorsque vous envisagez un projet de revenir avec un coût qui va vraiment avoir un rapport avec ce que vous voulez faire. Et je dirais même qu'il faut aller plus loin, c'est qu'il faut adapter ça à un scénario type. Et donc, vous allez intégrer des données qui sont purement adaptées à votre scénario, ce qui fait qu'entre deux projets, vous auriez des informations complètement différentes, et ce qui va ressortir de votre modèle de coût va être différent, et vous allez avoir différentes options à choisir. Donc je veux mettre vraiment l'accent sur la personnalisation, et donc lorsqu'on vous donne des coûts bruts de prix au kilowattheure ou au kilowatt, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend ce que vous allez en faire. Voilà. Vous voyez, par exemple, si je prends le coût en capital, c'est sûr que les volants sont complètement hors jeu par rapport aux batteries. Si je prends le coût de la possession, là c'est l'inverse, on se retrouve avec beaucoup de technologies qui ont à peu près le même coût par cycle sur la durée de vie du matériel. Le problème c'est que ça c'est des cycles, nombre de cycles théoriques. Si je vous dis 100 000 cycles, mais est-ce que vous allez même atteindre 100 000 cycles avec votre utilisation ? Peut-être qu'au bout de 10 ans, vous n'en serez qu'à 10 000 cycles, donc ça ne sert à rien d'avoir une technologie qui va jusqu'à 100 000 cycles. Alors maintenant, si je prends un exemple, par exemple, du coût vraiment actualisé de stockage, si je prends par exemple les volants versus les batteries au lithium, sur une application de régulation de fréquence avec 12 cycles par jour, bon, ces caractéristiques-là, vous pouvez commencer à établir sur des projets de 5 à 20 ans, des comparaisons entre les différentes technologies que vous allez vouloir utiliser. Vous voyez ? Et je dirais même que si vous variez le nombre de cycles, eh bien vous allez vous retrouver, si vous réduisez le nombre de cycles, les batteries deviennent plus intéressantes, et inversement, les volants deviennent plus intéressants si vous augmentez le nombre de cycles. Donc c'est vraiment, votre modèle est extrêmement sensible à la moindre variation du paramètre que vous allez mettre en entrée, vous allez avoir un résultat complètement différent. Donc il faut vraiment savoir ce que vous souhaitez, quelle application vous voulez en faire à la base. Alors,
Là, maintenant, je vais passer aux applications différentes du stockage. Si je cite, je vais juste vérifier. Si je cite la première application qui vient à l'esprit, c'est simple, c'est le lissage des pics de consommation. Donc là, c'est vraiment facile. Vous profitez des creux de consommation pour stocker l'énergie et vous la restituez lorsqu'il y a des pics. Ça vous permet d'un peu de décréter vos pics et de réduire un peu ces pics de consommation. L'avantage, là c'est tiré d'un projet réel, mais par exemple, l'un des avantages, c'est qu'on peut retarder, en utilisant du stockage, on peut retarder les investissements nécessaires pour améliorer les réseaux électriques. Si par exemple, vous avez prévu que la demande en électricité dans les 2 prochaines années va augmenter d'un certain soit pourcentage ou d'une certaine valeur en énergie, et bien là, vous pouvez tailler votre système de stockage pour qu'il évite ces besoins d'investissement. Donc vous allez retarder les besoins d'investissement sur les réseaux grâce au stockage. Ça, c'est un des apports positifs. L'autre bénéfice, c'est qu'au lieu d'utiliser une centrale thermique typiquement pour les besoins de pointe, eh ben, vous pouvez supprimer cette centrale thermique et juste utiliser donc, le stockage que vous avez cumulé pour le restituer vraiment dans la période où vous en avez besoin, qui est typiquement de quelques heures maximum, voire moins dans la journée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le stockage, donc, c'est un vecteur, comme je disais, indispensable au plein déploiement des énergies renouvelables intermittentes. Pourquoi ? Parce que on a toutes ces variations-là de production qui varient même dans une journée classique. Là, par exemple, c'est pour du solaire. Donc, si vous voyez que la génération varie énormément, avec votre stockage, vous allez pouvoir répondre symétriquement à cette demande et lisser la sortie. Donc, avoir vraiment une qualité d'énergie beaucoup plus propre que si vous n'utilisez rien du tout. Donc, si je regarde, je vais prendre un exemple pour vous montrer un peu les effets collatéraux un peu du solaire. Le meilleur exemple, c'est de prendre la Californie. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, c'est plus de 50% de la capacité solaire installée aux États-Unis. Il y a de tout, hein. Il y a du réseau et il y a aussi du résidentiel. À tous les niveaux, la Californie est assez impressionnante. Ça représente quand même 14% du mix énergétique californien. Ils ont 50% de solaire par rapport aux dans les 28% de renouvelables. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Californie ? Eh bien, il se passe ça. Ce qu'on appelle la duck curve, donc c'est une tête de canard un petit peu là. Au fur et à mesure que vous allez ajouter du solaire, vous allez creuser le creux ici et augmenter le pic. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est la charge des générateurs conventionnels. Ça, ici. Donc vous pouvez vous dire, oui mais bon, quand même, le solaire, il apporte quelque chose dans le besoin énergétique de la Californie. Oui, le problème n'est pas vraiment là, mais il faut observer ça en détail. Vous voyez ici, c'est la génération du solaire qui se fait typiquement en pleine journée. Et la demande, elle ne change pas. C'est juste vous qui allez générer différemment. Mais ce qui fait que la charge sur les générateurs conventionnels baisse dramatiquement, puisque là, on n'en a plus besoin. Et on se retrouve avec une rampe très, très abrupte sur une durée très faible. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme les générateurs ont besoin de temps pour être démarrés, on se retrouve avec des problématiques vraiment de réseau qui n'est plus capable de supporter l'appel trop soudain des générateurs. La solution, c'est quoi ? C'est en utilisant le stockage, on réduit ce creux et on permet comme on va pouvoir supprimer des générateurs conventionnels. Donc forcément, ici, on va sauver ici et on va surtout sauver sur le pic, ce pic va être supporté par le stockage qui va se décharger à ce moment-là. Donc voilà un exemple typique en Californie. Donc voilà,
Au niveau des marchés de gros, donc il y a 3 types de marchés de gros: capacité, énergie et services auxiliaires. Donc ça, c'est en Amérique du Nord, on a les différents opérateurs de marché, vous voyez, avec la FERC qui est le régulateur. Alors moi, je vais m'intéresser surtout, donc ces marchés-là fonctionnent un peu comme les marchés financiers, de la même façon, mais je vais m'intéresser surtout aux services auxiliaires. Donc la régulation de fréquence, vous voyez, un peu comme ici, c'est qu'à chaque... il faut garder la fréquence à la fréquence nominale, le 60 Hz par exemple en Amérique du Nord. Et donc, comme il y a des variations très soudaines tout le temps, là le stockage vient aider cela. Alors le problème, c'est qu'actuellement, généralement, il paye à la capacité. Donc un générateur conventionnel qui va fournir 20 MW va être rémunéré de la même façon qu'une ferme de volant de 20 MW. Alors que vous voyez, les temps de réaction sont quand même bien différents. Ce qui a été mis en place, c'est que la FERC en 2011, elle a dit ok, on va pas seulement payer à la capacité, mais aussi à la performance. Ce qui fait que la performance est payée au millage qu'on dessert. Et vous voyez ici, les volants réagissent beaucoup plus rapidement. Ils suivent quasiment la courbe de la fréquence par rapport à un générateur conventionnel. Donc PJM, on parle souvent de PJM, j'imagine que vous en avez entendu parler, le fait que c'est le premier marché au niveau du stockage installé sur son marché. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est le premier opérateur qui a directement appliqué cette directive de la FERC, quasiment en 2011. Ils ont créé un second signal plus rapide, donc le stockage n'est plus en concurrence forcément avec les générateurs conventionnels. Et ils autorisent des petits participants. 100 kW, c'est suffisant pour aller sur ce marché-là. Et d'ailleurs, ils ont émis un changement de directive pour forcer les autres opérateurs aussi nord-américains à s'aligner un peu sur PJM. Voilà. Et il y a aussi des initiatives au niveau des États. Donc là, ça, c'était les marchés. Mais on a aussi les États avec la Californie, dont je l'ai cité, à 1,3 gigawatts imposés d'ici 2020 pour les 3 utilités. Mais le Massachusetts aussi, ça vient en juillet, là. C'est-à-dire que la commission pour l'énergie propre du Massachusetts a recommandé 600 MW d'installation d'ici 3 ou 4 ans au Massachusetts. 600 MW de stockage. Alors, est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce que ça va être forcément 600 MW? On ne sait pas, mais d'ici juillet, on va avoir vraiment une loi qui va être passée au Massachusetts. Et aussi à signaler juste la ville de New York aussi qui avait défini, qui est la première entité qui n'est pas un État à avoir imposé une cible à ce niveau-là. Alors après, les autres marchés, je peux citer les réseaux isolés, surtout avec une forte intégration des énergies renouvelables, parce que les problématiques du réseau, l'inertie, tout ça, vont venir beaucoup plus rapidement du fait de la petite taille du réseau. Donc là, on a des stockages de courte durée, comme des volants qui vont faire de la régulation de fréquence, mais aussi de moyenne durée pour le lissage, la production et consommation. 2 exemples, par exemple, au Québec, ce sont les îles de la Madeleine et aussi les communautés et les sites miniers dans le Grand Nord, qui typiquement pourraient tomber dans ce genre d'application. Après, je vais passer rapidement, c'est les alimentations sans interruption, donc dans les data centers, par exemple. On a besoin, on ne peut pas se permettre que l'électricité se coupe. Donc, ils ont utilisé des volants et des batteries. Et aussi, dans les stations de métro, le métro on a besoin, justement pour les applications de récupération d'énergie du freinage, le métro, c'est une application parfaite. Parce que le train ne fait constamment de ralentir, accélérer tout le temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que le métro de Los Angeles a installé des volants de Vicon, donc c'est les petits qu'on voyait à un moment donné tout à l'heure, et ils ont installé dans une station, donc pas dans l'embarqué du stationnaire, et ils relient ça au réseau électrique du réseau de transport, et ce qui fait qu'ils récupèrent l'énergie au freinage et la restituent. Et donc il y a une économie de 20% quand même de la consommation énergétique. Voilà, alors tout ça, ça mène
comme je le citais, la rentabilité, c'est vraiment le gros problème du stockage. Comment y remédier? Donc, un des moyens, c'est de faire de la multi-application. Mais vous avez vu que chaque technologie est quand même spécialisée dans un domaine. Donc, c'est difficile de répondre à plusieurs applications avec une seule technologie. Donc, le but, c'est quoi? C'est de faire du stockage hybride. Donc, d'associer plusieurs technologies dans une seule installation. Il y a un exemple en Ontario, justement, où il y a 5 MW de volants, les volants de Temporal, qui ont été associés à 7 MW de batterie au lithium pour faire de la régulation de fréquence et du support de tension à l'opérateur ontarien. Et ici, c'est une image des îles Kodiak en Alaska. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé plein d'éoliennes. Donc, il y a une production très variable. Mais aussi, il y a un client à forte demande qui est cette grue électrique de leur port, ce qui fait des demandes très fortes de charge, très subites. Et donc, avec ces deux problématiques, consommation et production, eh ben, ils ont installé des volants et des batteries pour répondre aux différents besoins. Donc, c'est vraiment un bon exemple aussi d'application hybride pour des réseaux isolés. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on part à Levicis un peu. On a pensé à des applications un peu comme ici, où il y aurait des volants et des batteries. Alors l'intérêt, c'est que pour pouvoir, comme on a deux technologies différentes, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir l'EMS ou le système de contrôle qui va contrôler ces différentes technologies qui ne réagissent pas de la même façon. Et donc c'est pour ça qu'on s'est allié notamment avec BYD pour pouvoir développer cette couche de contrôle qui rend indépendante quel que soit le type de technologie qui est utilisé pour les utilisateurs, que ce soit les intégrateurs ou les développeurs de projets. Et ça, c'est quelque chose qui va bouger beaucoup. Dans les conférences sur le stockage, on parle beaucoup de l'hybridation, et c'est vraiment une tendance qui se développe. Donc voilà, j'en suis à la conclusion. Voilà, le stockage, donc c'est un incontournable, comme je disais, pour le plein déploiement des énergies renouvelables, parce que ça permet de maintenir la fiabilité et la robustesse des réseaux. Donc ce qu'il faudrait retenir, peut-être 3 points, c'est que les réseaux isolés, c'est un marché intéressant, où le stockage peut vraiment apporter des bénéfices, comme l'exemple de l'île Kodiak. Les technologies sont complémentaires, donc l'hybridation, ça a du sens. Voilà, pour permettre de résoudre ce problème de la valeur et de l'investissement qui pose un problème. Voilà, donc j'ai terminé. Merci.